David Londi, vous étiez en train de dire, Sassou Nguesso, c'est l'homme qu'il fallait pour la France, c'est ça? Oui, c'est le petit Je vais télégraphiste de t'écouter. Paris, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a toujours été le petit télégraphiste de Paris. Euh, la preuve en 80, quand il perd, en 92, il perd les élections. 95, il fait son exil en France pour venir préparer son coup d'État. Donc, voilà, donc c'est l'homme de l'étranger. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le petit télégraphiste de Paris. Donc, voilà. Donc, c'est cela qui, euh, qui a entraîné toute la tragédie du coup d'État donc, de 77 avec l'assassinat donc de Ngouabi, mais il trahissait aussi l'autre camp, les Cubains en fait qu'il avait accompagnés. Euh, mais parce que la force pour lui la plus sûre qui pouvait lui assurer toute la stabilité politique, c'était la France. Et après, on verra ce qui va se passer, les options économiques, certaines options politiques, c'est lié directement sur les volontés de Paris. Actuellement, on parle d'un Congo en ruine, où plus rien ne marche. Alors que le Congo a des potentialités économiques. Le Congo est très, très riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, ports, en eau profonde, on peut citer les terres, l'arabe, bref. Curieusement, on a un pays aujourd'hui en ruine. Est-ce que c'est pour dire que Denis Sassou Nguesso avait été installé au Congo? C'est plutôt un cartel qu'on a installé au Congo, c'est ça, pour servir les intérêts étrangers. Oui, ben, oui, mais monsieur Christian Perrin, on va peut-être finir par développer. Il faut comprendre que le pouvoir de Sassou repose sur trois piliers. Trois piliers. Il y a le pilier argent. Il a l'argent. Il a tout l'argent du pays. Il a le pilier force, sa milice. Je ne parle pas des militaires, parce que dans les militaires, il y a des compatriotes. Sa milice. Il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme qui est l'idéologie qui régit tout ça. Avec, ayant beaucoup d'argent, l'argent, c'est pour préserver le pouvoir, pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent, il donne les marchés à tous les soutiens potentiels, tous les soutiens potentiels. Il donne de l'argent à tous les politiques qui peuvent l'aider à conserver le pouvoir. Il donne l'argent à des pseudo-consultants qui vont le voir. Il dit, voilà, j'ai l'argent. Préparez-moi une stratégie qui me permettra de rester au pouvoir. Donc, c'est là qu'il faut faire une nuance. Le système au Congo est intelligent. Le système d'oppression est intelligent. Mais ça, sous lui-même, ne l'est pas forcément. Voilà, donc vous parlez de l'argent. Et là, il faut aussi rappeler que 14 000 milliards de francs CFA ont été Ben, ben, dilapidés. Donc, mais justement, c'est monsieur tout ça Christian, qu'il il se sert de c'est-à-dire, tout cet argent pour corrompre. non, mais c'est-à-dire, j'avais, bon, il faut comprendre. Le système politique qu'il y a au Congo, c'est la tyrannie. Ce n'est pas la démocratie. Par définition, la tyrannie, c'est une personne, gouvernement d'une personne, qui n'a aucun lien avec les populations. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émanation populaire. Voilà pourquoi je dis toujours que la République est entre parenthèses depuis 1997. Pourquoi? Ça, il faut peut-être aussi expliquer. Parce que les gens disent, qu'est-ce qu'une république? La République, c'est un système politique, forme de gouvernement, vous permettez, je dis, dans lequel la souveraineté émane du peuple. Or, depuis 1997, la souveraineté n'émane pas du peuple. Donc, il est tout seul avec son argent. Il fait ce qu'il veut avec son argent. C'est un tyran. Donc, je disais, le pouvoir d'une personne, aucun lien avec le peuple, installé généralement par des forces étrangères, pas les étrangers, par une force étrangère. C'est le cas du Congo.
Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de suivre Droit de savoir. Vous êtes bel et bien sur R7. À quelques mois du prochain simulacre à l'élection présidentielle de mars 2026, il est plus que nécessaire de comprendre la crise multidimensionnelle que traverse le Congo. Crise politique, crise socio-économique et sécuritaire, créée, c'est le cas de le dire, intentionnellement par le régime PCT qui a pris le Congo en otage depuis sa reprise du pouvoir par les armes en 1997 et qui s'y maintient par coup d'État permanent, des coups d'État constitutionnels à l'organisation de simulacres à l'élection, en passant bien sûr par la répression policière systématique, des crimes de sang, crimes contre l'humanité, avec pour point d'ancrage le massacre des civils au BIC de Brazzaville, orchestré par Denis Sassou Nguesso. Le procès est encore pendant à Paris, que je vous propose de suivre, et si on rappelle bien sûr dans ce reportage. 5 mai 1999, Brazzaville. Un ferry en provenance de Kinshasa accoste enfin au port fluvial appelé le Beach. Des familles entières posent le pied sur le quai après des mois d'exil. Les cris de joie et les pleurs de soulagement se mêlent. Denis Sassou Nguesso, à la radio, avait garanti leur sécurité. Beaucoup pensent alors que le cauchemar est derrière eux. Quelques instants plus tard, l'espoir se brise. Des soldats armés surgissent, encerclent le quai. Les familles sont séparées de force. Femmes et enfants d'un côté, hommes de l'autre. Les accusations pleuvent. Tous seraient des rebelles ninjas. Les fusils se braquent. Les hommes sont poussés dans des conteneurs métalliques. Les portes claquent. Des poings frappent la tôle, des voix hurlent. Puis le silence. Entre le 5 et le 14 mai 1999, plus de 350 personnes disparaissent ainsi. Jetées dans le fleuve, brûlées vives, effacées. Officiellement, elles n'ont jamais existé. Ce drame restera connu comme l'affaire des disparus du Beach, l'une des pages les plus sombres du règne de Denis Sassou Nguesso. Mais pour comprendre comment un homme a pu promettre la paix tout en imposant la terreur, il faut remonter le fil de son parcours. Celui d'un officier qui a pris le pouvoir par les armes, traversé les décennies et transformé le Congo-Brazzaville en royaume personnel. Ajouter à cela le génocide d'Ikonongo à Rwanda en 1987 sous le prétexte de la traque du capitaine Pierre Onga et le génocide du Poul entre 2016 et 2018. 10h du matin à Kindamba, des dizaines de familles attendent de recevoir de l'aide alimentaire. Un homme nous demande de nous mettre à l'écart. Il veut nous raconter ce jour d'avril 2017 où des hommes en armes sont venus prendre de force des femmes dans son village. C'est les femmes non mariées qu'ils cherchaient, ils l'ont pris. On vient vous trouver brutalement. C'est l'amour qu'on sait. Ils ont pris des femmes comme ça sous vos yeux ? Oui. Sans programme, comme nous parlons, tu es la femme. Bon, avec l'arme, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien dire. Derrière lui, nous dit-il, plusieurs de ces femmes portent un enfant issu de ces relations forcées dans leurs bras. Non loin de là, une autre femme donne le sein à son fils de 2 mois, un enfant du viol qu'elle a subi avec ses 3 sœurs en forêt alors qu'elles allaient cultiver leur champ. Ils étaient 6 et ils avaient des armes. Ils nous ont encerclés et menacés avec leurs armes, nous n'avions pas le choix. Ils nous ont d'abord déshabillés, puis ils nous ont violés. Par peur, les 3 sœurs ne sont plus jamais retournées dans leur champ. Depuis qu'on a abandonné nos champs, nous n'avons plus d'argent. Même pour nettoyer les couches de mon fils, je n'ai rien. Je suis obligée d'échanger le riz et les haricots qu'on nous distribue ici pour avoir ne serait-ce qu'un petit bout de savon. C'était il y a presque 1 an. Depuis, ni cette femme, ni sa grande sœur violée le même jour n'ont reçu le moindre soin. On souffre. J'ai mal dans le bas du ventre et dans mes parties génitales. Je sens des boules parfois et des démangeaisons. Ça me fait mal quand je vais aux toilettes. Mais comment aller voir un médecin alors que je n'ai pas d'argent ? À l'hôpital de Kindamba, aucune femme n'est encore venue consulter pour viol, par honte ou par manque de moyens. Privé de médicaments et de l'essentiel de son personnel qui a fui le conflit, Gaston Gandvounou, surveillant général, se sent démuni. Il faudrait que le côté psychologique aussi soit traité. Et nous n'avons pas un psychologue. Ce n'est pas seulement les violences sexuelles. Il y a beaucoup de traumatismes. Des gens à qui on a brûlé les maisons, qui ont eu à faire des accidents vasculo-cérébraux par rapport à ce traumatisme. Nous traitons le côté médical. Il faudrait que l'autre côté là soit traité également.
À l'heure où l'on parle de paix dans le pool, la crainte des humanitaires, c'est que ces hommes et surtout ces femmes restent les victimes muettes et oubliées du conflit. Florence Maurice, de retour de Kindamba, RFI. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, fortunés les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Pôle? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. Autant de crimes de sang, crimes contre l'humanité perpétrés par Denis Sassou Nguesso durant ses 42 ans de règne sans partage, sous la complaisance, il faut le dire, de la communauté internationale, crimes restés impunis. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette impunité et ce maintien presque à vie au pouvoir de la dictature de Brazzaville, malgré ses échecs à tous les niveaux et sur tous les plans? On en parle aujourd'hui avec David Londi. Bonjour David. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. David, en plus des crimes que je viens d'énumérer tout à l'heure, il faut aussi citer les 3000 autres crimes, disons des assassinats politiques reconnus par la conférence nationale. C'est un acte qui avait été pris, l'acte 284, qui rendait donc Sassou Nguesso responsable de tous les crimes commis dans la période allant de 17 mars au 2 avril 1977. J'en oublie certainement d'autres. Comment la République du Congo en est-elle arrivée à ce niveau de crime? Merci Monsieur Christian Perrin pour la question. Il faudrait... Bon, moi, je descendrai plus bas, je dirais depuis 68. 68. En 68, donc de 60 à 68, le pouvoir, le crime politique n'était pas forcément l'élément le plus courant. À partir de 68, les militaires prennent le pouvoir. Donc, c'est une succession de coups d'État et d'assassinats. On peut encore approfondir. Donc, et on voit très bien que à partir de 69, où Ngouabi prend le pouvoir, effectivement, en 69, création du PCT avec les personnes que vous connaissez, hein, c'est-à-dire essentiellement Ngouabi, Sassou, d'autres, Linda Lagraille, les Noumazalaï et tout ce monde-là. Ils créent le PCT. Or, le fait de créer le PCT, on entre dans l'ère du parti unique. L'ère du parti unique s'inscrit dans la logique de la persistance au pouvoir, pas par des élections, mais par la conservation du pouvoir par la force. Et parti unique, ça veut dire que pour accéder au pouvoir, il faut être au parti, comme ils disaient eux-mêmes à l'époque. Et pour être dans le parti, il faut être coopté, organisé, comme ils l'ont défini au départ dans leur règle de fonctionnement. Donc voilà, ça c'est en résumé. Et ce que je pourrais tout simplement dire, qu'à partir de 68 au Congo, il y a eu une succession de coups d'État et d'assassinats. Donc vous partez de 77, en fait il faut partir de cette période-là. C'est là qu'on va voir des assassinats, c'est là qu'on va voir des exécutions. Et c'est là aussi qu'on verra pour les jeunes qui ne le savent pas, l'assassinat, ou ce qu'ils appelaient coup d'État de Kinganga en 70. Kinganga donc sera au départ, pourtant, il faut peut-être faire un petit rappel. Au départ, quand Ngouabi a été emprisonné par Massamba Deba, l'ensemble des militaires, donc les Moutsaka, les officiers de l'époque, s'étaient organisés
contrairement à ce que l'on pense, c'est pas seulement son corps de para, c'est plutôt l'ensemble des militaires qui sont allés le délivrer. Après l'avoir délivré, il, euh, il s'installe, effectivement, il revient en 68, il le dit en 109, il forme le parti et travaille avec l'ensemble. Ces militaires travaillent avec le, le nouveau président qui est là, jusqu'en 60, en 70. En 70, les militaires qui avaient été le délivrer constatent que finalement, ils prenaient une orientation qui n'était pas celle qu'ils attendaient. C'est-à-dire, des gens comme les Kinganga n'étaient pas d'obédience communiste. C'était plutôt des gens qui étaient, qu'on pourrait dire, de droite, hein, s'il faut simplifier. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont trahis. Et trahis, ils vont se révolter, préparer le fameux coup d'État. Et dans ce coup d'État, il y avait des gens comme les Yombi, qui étaient en fait tout simplement des infiltrés. Et dans cette logique, il y avait aussi des gens qui étaient convaincus de l'option communiste, comme les Diawara. Donc, ils vont attaquer, ils vont faire échouer ce coup d'État. Ce coup d'État qui va se terminer par la mort de Kinganga. Et donc, ce groupe qui avait réussi à éliminer Kinganga s'installe. Les Diawara, bon, tout le monde connaît un peu cette partie d'histoire. Ce nouveau groupe qui s'installe constate aussi que finalement, l'objectif, l'idéal pour lequel il s'était battu, d'instaurer le communisme au Congo, d'instaurer la révolution, enfin, bénéficier de la révolution, faire de telle sorte que chaque Congolais puisse vivre dans l'idéal de révolutionnaire hein, qu'ils avaient mis en place. Mais seulement le problème est lequel? Le problème, c'est que les Ngwabi et les Sassou s'installaient sur la base d'une logique qui était beaucoup plus une logique tribaliste. C'est-à-dire, c'est là qu'on va voir d'ailleurs, les Congolais savent, le fameux Yaka Noki Noki, voilà, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ils vont commencer à installer dans les institutions les plus importantes des compatriotes de la partie septentrionale. Et cela va révolter les gens qui étaient convaincus, les vrais révolutionnaires comme les Diawara et les Ikoko. Donc en fait, ce n'était pas seulement des gens du Sud, mais il y a aussi les gens de la partie septentrionale. Et là, ils Oui, mais vont pardon, commencer. David Londi, est-ce que vous êtes en Oui. train de nous dire que finalement, les crimes de sang, les crimes, j'allais dire, politiques ont commencé sous l'ère Ngwabi, c'est ça? Les crimes politiques en masse ont commencé à partir de 68-69 avec l'installation, mais vraiment cette fois-ci véritable, puisque bon, on peut dire dans la phase Massamba Débat, c'était pas, on ne pouvait pas assister à des exécutions comme on en a connu à partir de 68. À partir de 68, on va assister à des coups d'État et des assassinats. Donc voilà pourquoi je dis c'est commettre une erreur que de partir seulement de 77. Dès l'installation, dès la création du PCT, les crimes ont commencé dans ce pays-là à être pratiquement monnaie courante. Voilà pourquoi donc je disais, le Diawara et son groupe, les Ikoko, donc des gens de la partie septentrionale, ils vont se rendre compte que la révolution est trahie parce qu'ils sont plutôt en train d'installer le tribalisme comme mode de gouvernance, comme idéologie de gouvernance, et qu'ils vont donc se révolter. Ils vont chercher à récupérer les idéaux de la révolution en préparant un coup d'État. Et que je dis bien, donc il y avait les gens de la partie septentrionale et les gens de la partie méridionale mélangés, et ce coup d'État, malgré, avec bien sûr les trahisons, ils vont, euh, ils vont perdre le coup d'État. Et ça, c'est ce qu'on appelle le M22 de Diawara. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vont aller au Maki, à côté de Gombatsetse, dans la région de Gombatsetse. Et dans ce Maki étant à l'intérieur du pays, à un moment donné,
je résume, il a été nécessaire d'aller en RDC pour aller chercher du soutien. Et c'est en allant en RDC, ils seront arrêtés là-bas, renvoyés au Congo par Mobutu, d'ailleurs qui se rappelait bien que le Congo lui avait fait la même faveur avec Moulele, et ils vont exécuter Diawara, Ikoko et tous les Oui, mais qui partisans, précisément, pardon de vous couper comme ça, David dit, qui avait exécuté ou fait exécuter Diawara et les autres? Bon, pour l'instant, vous savez, Monsieur Christian Perrin, le drame du Congo, c'est qu'on a des historiens qui ne prennent pas le temps d'analyser ce, d'écrire et de publier. Il y a des publications certainement. Bon, il faudrait s'en procurer. Le bruit, ce que je dis là, n'est pas prouvé. Euh, mais le bruit qui court, c'est que il y a eu effectivement l'arrestation et Ngouabi, Sassou et d'autres personnes. Et à ce moment-là, donc qui était présent. À ce moment-là, après un jugement expéditif au sein, puisque c'était un coup d'État, donc ils vont, on dit qu'Ongwabi aurait décidé éventuellement de les épargner, de ne pas les exécuter. Et Sassou Nguesso, par contre, euh, va influencer le bureau politique pour que finalement les exécute. Donc on dira que c'est Sassou qui porte la responsabilité de la mort de Diawara. Bon, finalement, et Ngouabi sera mis devant le fait accompli. Et donc voilà, je crois que voilà, il faut présenter cela il faut présenter ceci comme cela. C'est pour cela que quand on regarde ce groupe-là ça c'est important, Monsieur Christian Perrin, ce groupe-là va mettre en place ou bien va dénoncer ce qu'ils ont appelé l'obumitrie. Ils réagissent parce qu'ils constatent qu'il y a une obumitrisation de la société, c'est-à-dire oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste. Ça veut dire que finalement, c'est l'idéologie du tribalisme qui est en train de prendre le pas sur l'idéologie que défendait le marxisme-léninisme. Et, euh, et c'est ça, donc, une fois éliminé, ben, la voie sera ouverte à Ngouabi, Sassou, de continuer l'installation, effectivement, de cette idéologie qui, euh, qui, qui va donc engendrer toutes les contradictions qu'on voit maintenant, puisqu'on se maintient au pouvoir par la force. On se maintient au pouvoir par la force, comme avait dit, ça c'est encore à vérifier, comme avait dit Noumazalaï, qu'aucun fils du Nord ne viendra au pouvoir par la voie du suffrage universel. Donc, il ne peut y arriver que par un coup d'État et par la force. Et Et c'est ce voilà qui, donc. pardon, toujours de vous couper comme ça, c'est pour les raisons de précision, aussi permettre aussi à nos téléspectateurs, des jeunes téléspectateurs, de comprendre un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que le PCT, finalement, aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, c'est Denis Sassou Nguesso qui est à la tête du PCT, ce qui explique que le PCT est parfois obligé de faire usage de la force des coups d'État pour soit prendre le pouvoir, se maintenir. Eh bien, on y reviendra tout à l'heure sur la même question, mais je voudrais qu'on comprenne une chose, parce que vous avez parlé de l'opumétrie. Oligarchie, bureaucratie, vous avez même parlé du tribalisme, et tout à l'heure on était en train de parler de la violence. Oligarchie, bureaucratie militaire tribaliste. Tribaliste. Oligarchie, bureaucrato-militaire tribaliste. Voilà. Et nous parlions aussi, il y a des violences, disons, voilà, des crimes politiques. Mais pourtant, j'allais dire, le commun des Congolais, à un moment donné, on nous parle de ce que ces violences ont commencé depuis fort longtemps, 1959, où il y aurait eu, je crois, comme ça, une guerre civile, c'est comme ça qu'on présente ça. Et là, Ngouabi n'était pas encore arrivé au pouvoir. Oui, mais bien sûr. Et c'est là, je crois qu'on merci à M. Christian Père. C'est ça qui est très important. Euh, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est-à-dire,
au lieu de dire que c'était le Nord qui se battait contre le Sud, je crois qu'il faut comprendre les événements. Il faut comprendre, il faut repartir dans cette période-là et comprendre les forces en présence, comprendre comment ces forces se sont affrontées pour pouvoir arriver à une conclusion et dire ce qui s'est réellement passé. Toutes ces choses-là doivent être expliquées, écrites, parce que c'est simple. Je vais, si vous me permettez, Je prendre vous en quelques prie, instants oui, je vous pour en prie. pouvoir donner quelques explications. Euh, nous, avant, c'est-à-dire en 58-59, 58-59, même depuis 56, les partis dominants au Congo, il y avait deux grands partis qui dominaient au Congo. Il y avait le MSA, le mouvement socialiste africain de, de Jacques Opango, et il y avait le PPR, le mouvement de Félix Tshikaya. Or, nous savons très bien que Félix Tshikaya est l'un des cofondateurs du mouvement RDA, qui était le mouvement d'Houphouët-Boigny, auquel en fait avaient adhéré la plupart des personnes qui luttaient contre qui luttaient pour l'indépendance. Et quand Houphouët-Boigny va commencer à dévier, aller plutôt vers la droite, puisqu'au début, ils étaient soutenus par les communistes, à ce moment-là, Tshikaya va se détacher du RDA, dans lequel il y avait aussi, on peut dire, le président de la Guinée, Sékou Touré. Voilà. Donc, dans lequel il y a aussi Sékou Touré à l'RDA. Donc, Tshikaya s'éloigne et revient se centrer sur le Congo. Mais comme il était de gauche et au Pango de gauche, puisque le MSA, c'est l'extension de la SFIO, le mouvement socialiste ouvrier français, qui était une section, donc la MSA est une section de la SFIO, donc un parti de gauche. Et Tshikaya aussi, il était de gauche. Donc du coup, ils se sont liés au Pango, Tshikaya, pour faire l'alliance MSA-PPR. Et là, donc, cette alliance-là a dominé la première partie de la vie politique congolaise. Ensuite viendra Youlou, qui lui va adhérer au RDA pour créer l'UDDA-RDA. Donc, il crée l'UDDA-RDA et dans ce groupe-là, il y a Youlou, Tchichélé, donc pas forcément Elari, donc il y a un Larry Youlou, il y a un Vili Tchichélé et Satou. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément la même région. Donc là, on se trouve devant un affrontement, plutôt, je dirais, grosso modo idéologique. Il y avait une tendance de droite représentée par Youlou, une tendance de gauche représentée par Opango. Et c'est au cours donc 59, pendant l'Assemblée constituante, il y aura et là ils sont à égalité, mais égalité parfaite, les deux forces. Il y aura donc un Yambo, un député qui va virer, qui va se mettre du côté de Youlou. Donc, le groupe Youlou, Tchichélé, Satou, va avoir une voix en plus, donc gagner l'Assemblée et fâcher le groupe d'Opango Opango et le groupe Opango va sortir, le MS donc va sortir de la salle et c'est Youlou qui va proclamer l'indépendance du Congo. Mais donc ça, c'est un affrontement idéologique. C'est pas un affrontement régional à la base. Oui, mais sur le terrain, il y a eu des violences. Sur le terrain, mais bien sûr, sur le terrain, il y a eu des violences. Mais les violences sont parties parce qu'il y a eu un échauffement d'esprit. Il y a le groupe Opango qui disait qu'il y a eu corruption d'un député qui a fait basculer la majorité. Et donc, c'est mécontent. Donc, les militants de ce groupe-là étaient mécontents. Et à Brazzaville, il y a ce qu'on dit, c'est encore à prouver, qu'il y a quelqu'un qui était du groupe d'Opango qui avait un peu, quelque part, défié ou bien dénoncé ouvertement, disant que voilà, vous avez volé, vous avez triché. Ça a échauffé les esprits, il y a eu un affrontement.
Mais ce n'était pas au départ Nord-Sud. Mais l'affrontement s'est transformé en Nord-Sud parce que d'un côté, il y avait le groupe Lari et de l'autre côté, il y avait les Kouyou qui sont affrontés. Ça fait à peu près une 200aine de morts. Et l'armée française va intervenir pour calmer tout ça. Et une fois que c'est calmé, c'était calmé, il est arrivé que donc les, les deux groupes vont se mettre ensemble, Youlou président et Opango vice-président, dans un En premier sorte, temps. vous êtes en train de dire ceux qui ont présenté ces violences comme une guerre civile entre Nord-Sud, c'est une instrumentalisation politique. Mais oui, mais bien sûr, c'est une instrumentalisation politique. Parce que même par la suite, quand sera au pouvoir, quand Youlou aura affaire à ce qu'on appelle les machoanistes, hein, qu'on appelle grosso modo les corbeaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les envoyer dans la partie septentrionale. Ces gens sont installés là-bas, ils ont fondé des familles là-bas, ils vivent, certains même de nos compatriotes de cette partie-là portent des noms qui sonnent comme les noms, par exemple, du poule. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire historiquement, une confrontation entre le nord et le sud. Comme je dis, si ceux du sud qui sont allés là-bas sont installés, et si quelqu'un du sud va se promener là-bas, une maman du nord lui donnera à manger. Et d'ailleurs, la Mais ça, preuve, on a même assisté, c'est ce que nous apprenons, que Opango s'était même constitué prisonnier, alors au que c'est... Pango, quand on a arrêté en 63, quand donc après ce qu'ils appellent entre guillemets la révolution, quand on arrête Youlou, Opango dit, mais si vous arrêtez Youlou, j'ai gouverné avec lui, donc je suis fautif. Et il s'est constitué prisonnier politique. Et il y a d'autres événements dans lesquels Opango était intervenu pendant la colonisation, notamment la persécution dans le sud d'un certain nombre de citoyens. Opango a eu à prendre position et à défendre. Donc, les politiques de cette époque-là ne raisonnaient pas sur la logique tribaliste. Ça a été une instrumentalisation. Et cette instrumentalisation a pris vraiment corps avec l'arrivée du PCT, avec l'obumitrisation de la société. Et c'est là donc c'est ça et c'est là l'origine de la violence politique. Parce qu'à partir du moment où on entre dans cette idéologie du tribalisme, on se base sur l'élection et se base sur le- l'importance démographique du groupe. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est chaque groupe qui vote, le groupe qui a le plus de personnes, comme Noumazala avait dit, puisque démographiquement inférieur au sud, un enfant du Nord ne peut pas arriver au pouvoir par la voie du suffrage universel. Donc, ils vont développer cette stratégie de rester au pouvoir par la violence. Et quand on reste au pouvoir par la violence, finalement, évidemment, on finit par tuer, par exécuter, pour faire de telle sorte qu'on dure au pouvoir. Et surtout, à instaurer un parti unique qui, pour pouvoir accéder au pouvoir, il faut passer par des étapes. Et ces étapes, ils ont contrôlé chacune des étapes, notamment le bureau central. Donc, quelqu'un qui n'était pas du sérail du bureau central ne pouvait pas, à un moment donné, accéder au pouvoir. Et donc, c'est ce qui peut donc expliquer, j'allais dire, le maintien presque à vie de Denis Sassou Nguesso, qui, lui, essaie un peu de jouer sur les mots, mais c'est quelqu'un de très violent, parce qu'on se rappellera évidemment hein, du coup d'État du 18 mars 1977, c'est un président de la République, Marion Ngouabi, qui est égorgé en plein jour. Le responsable de cet acte est connu, le commanditaire de cet acte est connu, c'est bien Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ça a été dit à la conférence nationale, et il y a eu plusieurs autres crimes de sang, crimes politiques, j'ai rappelé tout à l'heure plus de 3000 crimes politique, assassinat politique à l'actif, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso. Et je voudrais qu'on revienne sur l'homme. À quel moment il est actif? À quel moment il commence à jouer un grand rôle dans la politique congolaise et comment ça se passe? Ben, il commence à jouer un grand rôle au moment où on va délivrer Ngouabi de sa prison
parce qu'il fait partie du groupe de militaires, hein, quand je disais les militaires, du groupe de militaires qui est allé délivrer à Gwabi. Ça n'a pas de ce moment-là, donc en 68, ça n'a pas de ce moment-là qu'il entre de plein pied en politique. Et avec comme c'était euh, un des bras droits de Mouavi, ils vont donc créer le PCT. Et au moment de la création du PCT, il est au bureau central. Et donc, et je dis pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, mon passeport à moi, quand je voyageais, avait été signé par Sassou, euh, puisqu'il était à la sécurité d'État avant qu'il ne soit ministre. C'est lui qui signait les passeports avant de voyager. Donc voilà. Donc il entre de plein pied dans la politique. Et ça, à ce moment-là, effectivement, euh, Ngouabi commence un peu à réfléchir à une certaine, comment on appelle, à un certain comportement. Il appelait d'ailleurs le revanchard. Et, et, et là, donc, à partir de 110, il va commencer à tisser sa toile au sein du parti. Et on arrive donc, il y a eu des péripéties économiques et politiques, donc entre 70 et 77. Quelles sont ces péripéties? Euh, le Congo, Ngwabi est confronté à une situation économique compliquée, complexe. Or, nous savons que toute la structure commerciale, politique, économique est restée française. Donc, en 73, devant ces difficultés qu'il ne pouvait pas dépasser, et encore une fois, contrairement à ce qu'il proclamait, la fameuse révolution, c'était dans les grandes villes. Dans les villages, ce n'étaient pas les révolutionnaires, ils étaient dans les villes, par exemple le Point Noir. Mais si vous allez à Kindamba, vous allez à Madjaya, ça, c'était tout simplement une forme de cosmétisme. Donc voilà. Il va donc se déplacer. Ngouapi en 73 va dire, voilà, je n'en peux plus. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il va faire un voyage à Paris et qu'il ira à Paris pour aller rencontrer Pompidou et pour négocier l'allègement ou une aide ou un accompagnement financier parce que il était confronté à des problèmes à l'intérieur du pays. Donc là, il rencontre Pompidou, il va même rencontrer Rocard, mais il revient bredouille. Mais ce voyage va marquer quelque chose. Euh, N'oublions pas que nous sommes en pleine guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide. Et pendant cette guerre froide, il y avait une ligne de démarcation. La ligne de démarcation dans cette zone d'Afrique, en Afrique centrale, c'était Brazzaville, c'était donc l'Union soviétique, et en face, c'était les Occidentaux, donc les forces de l'Est, Brazzaville, voilà. Et ce voyage sera interprété par un certain nombre par les puissances, par l'Union soviétique, l'URSS et les Cubains, qui étaient là à l'époque, comme une forme de trahison ou de début de virage vers l'autre camp. Et ça, donc, c'est à ce moment-là que Sassou sera progressivement placé au centre pour empêcher que le Congo bascule dans le giron enfin, que ces lignes de démarcation ne soient plus assurées. Et là, donc, ces contradictions, Sassou est soutenu, positionné par les Cubains. Et, et c'est avec eux qu'il va fomenter le coup d'État de 77. Donc on arrive au coup d'État de 77. Ce coup d'État de 77, c'était éliminer quelqu'un qui, à un moment donné, commençait à avoir des velléités de, de passer de l'autre côté qu'on appelle, du rideau de fer, en fait, hein, c'est-à-dire rejoindre le camp occidental avec ses voyages en France. Et donc, Oui, mais pardon, David Longuy, on va rester un instant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut expliquer donc cette dualité? Parce que j'ai cru comprendre que derrière voilà, ces violences, ce coup d'État, vous avez cité probablement les Cubains, mais après je cherche à comprendre comment, parce que dans le même temps, pour ceux qui ont lu le livre de Jean-François Probst,
Chirac, mon ami, dans ce livre, Jean-François Probst, euh, déclare que la mort, en fait, l'assassinat du président Marien Ngouabi, du commandant Marien Ngouabi, avait été acté devant Houphouët-Boigny. Et ce jour-là, il y avait Houphouët-Boigny et Denis Sassou Nguesso. Ben, ça, bon, ça c'est... Et quand je parle de Jean-François Probst, Oui, c'est oui, même oui, la je France. connais. Oui, 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 c'est la France-Afrique. Oui, bien sûr. Avec Focard, bien sûr, c'est la France-Afrique. Mais c'est probable, c'est logique par rapport à ce que je viens de dire. Ngouabi, quand il est donc, après son retour en France, après son échec, hein, les différentes rencontres, quand il rentre au pays, quand il rentre, finalement, il reste dans la ligne qui lui était imposée. Euh, et donc, mais ce qu'il faut aussi savoir, ce que les Congolais doivent savoir. La dernière fois qu'on a eu à échanger ensemble, la dernière émission qu'on a eu à faire ensemble, j'avais dit que Sassou était l'homme de l'étranger. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il est né à l'étranger. Moi, j'en ai rien à faire, je suis panafricain. C'est-à-dire, si un Ivoirien, un Malien, un RD Un Congolais, Gabonais, un un Béninois, un Gabonais Congolais a les démocrate. compétences, a des convictions, qui vient s'installer au Congo comme président et dirige le pays dans les conditions les meilleures, j'en ai rien à faire de son lieu de naissance. Mais quand je dis Sassou, c'est l'homme de l'étranger, ça veut dire que Sassou avait été coopté lors de son passage en France, de sa formation à l'école des sous-officiers, par les services secrets français. Donc, il a joué le double jeu. D'un côté, ce qu'il a continué à jouer jusqu'à présent. Donc, il a joué un double jeu. Et c'est ce double jeu-là qui fera que pour les Français, l'homme le plus sûr qui pouvait être là sans équivoque, c'était Sassou Nguesso, Et puisqu'il pardon, était pendant que un vous des, le un dites, des juste membres. pour les raisons d'illustration, on va proposer un extrait de professeur Gomez, qui parle d'ailleurs du passage de Denis Sassou Nguesso lors de sa formation, évidemment, en France par la DGSE française. Suivez. Nous sommes en 1962. Les Français insistent dans une note que j'ai là. C'est-à-dire, l'armée française insiste pour que Sassou soit officier d'actif avec le grade de sous-lieutenant. C'est très rare qu'on fasse un tel saut qualitatif au niveau des grades de l'armée. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en un an, le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan. Donc il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine. Donc il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine ne provoque pas l'attentat à la vie humaine, ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui, Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. David Londi, vous êtes en train de dire, Sassou Nguesso, c'est l'homme qu'il fallait pour la France, c'est ça? Oui, c'est le petit télégraphiste de Paris, Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a toujours été le petit télégraphiste de Paris. La preuve, en 80, quand il perd, en 92, il perd les élections. 95, il fait son exil en France pour venir préparer son coup d'État. Donc, voilà, donc c'est l'homme de l'étranger. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le petit télégraphiste de Paris. Donc, voilà. Donc, c'est cela qui a entraîné toute la
tragédie du coup d'État donc de 77, avec l'assassinat donc de Ngouabi, mais il trahissait aussi l'autre camp, les Cubains en fait qu'il avait accompagnés. Euh, mais parce que la force pour lui la plus sûre qui pouvait lui assurer toute la stabilité politique, c'était la France. Et après, on verra ce qui va se passer, les options économiques, certaines options politiques, c'est lié directement sur les volontés de Paris. Oui, l'homme de la France, vous l'avez dit tout à l'heure, la preuve c'est que c'est la France qui le ramène d'ailleurs au pouvoir en 1997, donc il revient dans le char, j'aime bien à rappeler cela, de la France qui avait donc recruté les armées étrangères, parmi lesquelles les ex-FAS, des Tchadiens, des Rwandais, les Angolais, que d'ailleurs Jacques Chirac lui-même s'est vanté à Luanda, qu'on va suivre et on revient sur le plateau. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Voilà, et donc l'homme, vous avez dit l'homme de l'étranger. Voilà, évidemment, vous avez bien fait de lever cet équivoque parce que après, chacun fait une interprétation, souvent des très mauvaises interprétations sur ces phrases. Donc, l'homme de l'étranger, l'homme qui sert les intérêts étrangers. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer, j'allais dire, la ruine? Actuellement, on parle d'un Congo en ruine, où plus rien ne marche. Alors que le Congo a des potentialités économiques. Le Congo est très, très riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, ports, en eau profonde, on peut citer les terres, l'arabe, bref. Curieusement, on a un pays aujourd'hui en ruine. Est-ce que c'est pour dire que Denis Sassou Nguesso avait été installé au Congo? C'est plutôt un cartel qu'on a installé au Congo, c'est ça, pour servir les intérêts étrangers. Oui, oui, mais monsieur Christian Perrin, on va peut-être finir par développer. Il faut comprendre que le pouvoir de Sassou repose sur 3 piliers. 3 piliers. Il y a le pilier argent. Il a l'argent. Il a tout l'argent du pays. Il a le pilier force, sa milice. Je ne parle pas des militaires, parce que dans les militaires, il y a des compatriotes. Sa milice. Il y a le tribalisme. Il y a le tribalisme qui est l'idéologie qui régit tout ça. Ayant beaucoup d'argent, l'argent, c'est pour préserver le pouvoir, pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent, il donne les marchés à tous les soutiens potentiels. Tous les soutiens potentiels. Il donne de l'argent à tous les politiques qui peuvent l'aider à conserver le pouvoir. Il donne l'argent à des pseudo-consultants qui vont le voir. Il dit, voilà, j'ai l'argent. Préparez-moi une stratégie qui me permettra de rester au pouvoir. Donc, c'est là qu'il faut faire une nuance.
Le système au Congo est intelligent. Le système d'oppression est intelligent. Mais Sassou lui-même ne l'est pas forcément. Pardon, on va aller élément par élément, puisque vous avez cité l'argent, la Oui, force, oui, le tribalisme. Et là, vous êtes en train de développer le premier aspect, l'argent, oui, évidemment, comme vous le dites. Ça nous rappelle un peu les révélations de Robert Bourgi, hein, qui a expliqué oui, parce que, voilà, il donne de l'argent à certains politiques véreux français, l'argent du oui. contribuable congolais, que je vous propose d'ailleurs de suivre en extrait, et on revient sur le plateau. Sassou, c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive. Il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, OK, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Voilà, donc vous parlez de l'argent, et là, il faut aussi rappeler que 14 000 milliards de francs CFA ont été dilapidés. Mais justement, M. C'est tout ça Christian, il se sert de tout cet argent pour corrompre. Non, mais c'est-à-dire, il faut comprendre. Le système politique qu'il y a au Congo, c'est la tyrannie. Ce n'est pas la démocratie. Par définition, la tyrannie, c'est une personne, gouvernement d'une personne, qui n'a aucun lien avec les populations. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émanation populaire. Voilà pourquoi je dis toujours que la République est, entre parenthèses, depuis 1997. Pourquoi? Ça, il faut peut-être aussi expliquer. Parce que les gens disent, qu'est-ce qu'une république? La République, c'est un système politique, forme de gouvernement, vous permettez, je lis, dans lequel la souveraineté émane du peuple. Or, depuis 1997, la souveraineté n'émane pas du peuple. Donc, il est tout seul avec son argent. Il fait ce qu'il veut avec son argent. C'est un tyran. Donc, je disais, le pouvoir d'une personne, aucun lien avec le peuple, installé généralement par des forces étrangères, pas les étrangers, par une force étrangère. C'est le cas du Congo. Et donc une tyrannie, un tyran. Et là, encore tout un processus qu'il faut peut-être expliquer. Il contrôle. Donc voilà, monsieur Christian Perrin, tout l'argent du Congo. Et je peux mettre ma main au feu. C'est pas pour qu'ils mangent, qu'ils voyagent, qu'ils dorment dans des hôtels les plus huppés, tout l'argent du Congo part à des structures qui lui permettent de durer au pouvoir. Donc, vous avez parlé de 14 000 milliards. Les Congolais doivent comprendre que 14 000 milliards représentent à peu près 5 années budgétaires qu'il a volées. Et encore là, je dis qu'il y a encore des milliards. Nous avons un ami qui a fait une étude, M. Alphonse Maboussou, qui dit de 2002 à 2022 ou 2023, je crois, ils ont dépensé 133 000 milliards d'argent dissipé, volé. Quand on dit 5 années budgétaires de volé, ça veut dire que pendant 5 années, les Congolais peuvent ne rien faire. C'est-à-dire, ils étaient là, tu restes chez toi, tu fais ce que tu veux, tu pars pas. Le pays tourne. Parce qu'on a volé 5 années budgétaires. Les hôpitaux se construisent. 5 années budgétaires, ça veut dire que les Congolais pouvaient rester chez eux, sans travailler, mais les hôpitaux se construisent, les écoles, voilà, les écoles se construisent. Alors que dans le même temps, je vais terminer par là, nous avons des fonctionnaires qui, jusqu'à maintenant, accusent près de 70 mois d'arriérés de salaire. Lassé des promesses infructueuses du gouvernement de la République et de l'échec des négociations en interne avec l'employeur, l'intersyndicat de la mairie de Kayi, CSC et CSTC, dirigés respectivement par Ange Léopold Zaou et Lucien Mazamba, ont, avec l'ensemble des travailleurs, déclenché un mouvement de grève illimité ce 8 mai 2025 à la mairie centrale de Kayi.
À cette occasion, une déclaration de travailleurs a été rendue publique par le secrétaire général de la Confédération syndicale de travailleurs du Congo, M. Lucien Mazamba. Considérant les revendications des travailleurs contenues dans le préavis de grève notifié à l'employeur en date du 2 avril 2025, considérant les résultats non satisfaisants des négociations en interne entre l'intersyndicat de la mairie et le bureau exécutif tenu le 25 avril 2025, considérant les 70 mois de salaire impayés, nous, travailleurs de la mairie d'Onkaye réunis en assemblée générale le lundi 5 mai 2025, avons décidé de l'arrêt du travail, c'est-à-dire grève générale dans tous les services à compter du jeudi 8 mai 2025 jusqu'à satisfaction de nos revendications. Pour mémoire, les agents municipaux de Kayi accumulent 70 mois de salaire impayé, les rendant impuissants quant à satisfaire leurs besoins vitaux. Vous dites qu'on a dilapidé plus de 133 000 milliards. Milliards de 2002 à 2022-23. Donc voilà. Donc, M. Perrin, ça, c'est le petit bout, là, les 14 000 milliards. Oui, mais c'est important toujours de revenir là-dessus parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, vous êtes en train de nous rappeler, c'est des informations parfois connues des Congolais, hein, le vol de l'argent du Congo, du contribuable congolais. On parle de 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Vous l'avez rappelé que c'est quand même beaucoup d'années, hein, budget congolais. Et nous avons 133 000 milliards dilapidés depuis que ça soit revenu au pouvoir. Et dans le même temps, non, de 2002. De 2002 oui, à évidemment, 2002, c'est lorsqu'il prend déjà le pouvoir par les armes. Oui, 97, après, bon, voilà, il commence à tripoter les élections. Ouais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a tout cet argent, mais curieusement, sous Denis Sassou Nguesso, les Congolais n'ont jamais respiré. C'est toujours crise sur crise, crise sur crise, crise sur crise. Et beaucoup plus curieux, c'est que le pays est parti d'un statut de pays en voie de développement vers un pays pauvre, très endetté. Très endetté. Oui, monsieur Christophe Perret. Et maintenant la ruine. Oui, monsieur, vous allez peut-être rigoler. J'avais vu une vidéo de Télé Congo où le PCT faisait la fête parce que le Congo venait de passer de pays émergents à pays pauvres, très endettés. Ils étaient contents. Ils disaient qu'ils ont bien travaillé, ils ont eu ça, le FMI. Tu comprends? C'est-à-dire, tu as l'impression de vivre dans un autre monde. Mais célébrer la pauvreté. Voilà, voilà. Mais ce que vous dites, il faut comprendre, il se rattache à tout ce qu'on a dit jusque-là. Ils ne travaillent pas pour les Congolais. Ils travaillent pour le maintien au pouvoir. Donc, tout cet argent, c'est la corruption. Et il ne faut pas oublier, les Congolais doivent savoir que le Congo est parmi les 10 pays africains les plus corrompus. Les plus corrompus. Ça veut dire que avec la corruption, un pays ne peut pas se développer. À ce niveau de corruption, c'est Transparency International. À ce niveau de corruption, un pays ne peut pas se développer. Et le Congo est actuellement, en termes d'investissement étranger, est tombé à 32%. Et vérifiez dans la perspective monde, Université Sherbrooke. Et pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. À partir du moment où il y a un clan, une famille qui contrôle le business, vous savez, l'économie, c'est quelque chose d'ouvert. Si moi, je vais investir au Congo et que je sais que je n'aurai pas la liberté de fonctionner, c'est clair que je ne vais pas. C'est pour cela qu'on se retrouve à 32% taux d'investissement étranger. Donc, ils travaillent pour la conservation du pouvoir. Et M. Perrin, je vais vous expliquer. Tous les mécanismes qu'il a mis en place pour conserver ce pouvoir, tous ces mécanismes sont tournés vers l'extérieur. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais quand même insister, M. Perrin, c'est Sassou, c'est là qu'on se trompe souvent, les démocrates se trompent souvent. La similitude apparente des constitutions en démocratie et en dictature fait de telle sorte que les gens
se mettent dans un cadre de raisonnement faux. C'est-à-dire, c'est comme, bon, pour ceux qui ont fait plus ou moins, peut-être pas les maths, pas trop poussées, en base 10, 1 plus 1 égale 2. En base binaire, 1 plus 1 égale 10. Donc, vous avez la même apparence, vous avez la même cible, vous avez les mêmes chiffres, mais selon le contexte dans lequel vous êtes, vous avez des résultats différents. Donc, les Congolais se trompent où? Voilà pourquoi moi, quand je lis, se trompent à quel niveau? Ils pensent que parce qu'il y a la Constitution au Congo, parce qu'il y a des institutions au Congo, que le Congo est dans un contexte démocratique. Il faudrait qu'ils comprennent que les institutions dans un domaine en démocratie ne fonctionnent pas de la même façon qu'en dictature. En dictature, les institutions sont là pour réguler. C'est-à-dire, vous voyez, toutes les institutions qu'il y a au Congo servent tout simplement à réguler le système. Quelques exemples. Vous avez parlé des 14 000 milliards. Les 14 000 milliards, la société civile a déposé une plainte pour savoir où étaient passés les 14 000 milliards. La plainte a été rejetée par le procureur général. Rejetée. Pourquoi? Parce que mal Au constitué motif de ou... non informé. Voilà le motif qui est remonté. Donc, il y a la justice, l'institution de justice existe, mais elle fonctionne comme dans une dictature. Elle ne fonctionne pas comme dans une démocratie. La société civile a encore déposé plainte pour les 6 milliards de bourses d'étudiants. Cette plainte, même le greffier n'a pas voulu la prendre. J'informe. Alors que l'information avait été donnée par lui-même. Voilà, oui. Ben oui, les plaignants se présentent avec la plainte. Pour aller déposer la plainte, le greffier, c'est-à-dire la porte d'entrée, le greffier ne prend pas la plainte. Pourquoi? Et Qu'est-ce il a qu'il dit fallu... concrètement? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il ne prenait pas? Tout simplement parce que c'était trop dangereux. Il avait Dangereux peur. pour lui. Pour lui. Parce qu'il avait un poste à sauvegarder, une carrière, ainsi de suite. Et M. Perrin, pour pouvoir concrétiser ce refus, la société civile a été obligée de dépêcher un huissier qui est allé constater le refus. Le document existe. Donc, c'est pour vous dire que les institutions dans une démocratie, les institutions ne fonctionnent pas de la même façon dans une démocratie et dans une dictature. Donc, tous les compatriotes qui pensent que les institutions fonctionnent de la même façon devraient s'asseoir et réfléchir et voir le fonctionnement. Ça régule. Je donne encore un exemple. Tu crées une association. Pourtant, il y a la liberté d'association. Hein. Tu peux créer ton association, vous pouvez créer votre association, vous allez vous inscrivez, c'est écrit. Mais dès que vous faites ça et qu'on identifie votre pédigré, vous n'avez pas de récépissé. Vous ne serez jamais validé. Et il y a des associations, je ne vais pas citer les noms ici, il y a des associations comme Pignon sur rue qui n'ont jamais eu de récépissé. Jamais. Alors qu'il y a la liberté d'association. Donc, nous devons tous comprendre que nous sommes dans une tyrannie et la seule solution, c'est la lutte. Et c'est pareil, ceux qui disent l'opposition dans ce cadre. Ils ont une constitution. Monsieur Perrin, il n'y a aucun mécanisme qui permet d'obliger les gens, tout le monde, à appliquer la Constitution. Et il n'y a pas de mécanisme non plus de punition, puisque ça converge toujours vers le même. Quand ils ont dit non, enfin, on vous a laissé entrouverte la porte, vous pouvez rentrer, mais plus haut, on vous bloque.
Donc, évidemment, la preuve, c'est que Denis Sassou Nguesso lui-même ne respecte jamais la Constitution. On peut citer plusieurs articles qu'il viole en permanence. C'est au-dessus de tout le monde. Il est président de la République, président du PCT. C'est l'article 80, pour ceux qui voudront lire, mais aussi 77, puisqu'il a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution, ce qu'il ne le fait pas. Il n'a jamais présenté ou déclaré voilà, son patrimoine. Tout ça, on peut constater des violations répétées de la Constitution. Et ici, je rappelle, parmi les actes qui caractérisent la haute trahison, c'est aussi la violation de la Constitution de manière, j'allais dire, délibérée. Voilà. Et donc, quand un président de la République viole la Constitution de manière délibérée, c'est un acte de haute trahison. En fait, Denis Sassou Nguesso devait être contraint à la démission de quitter son pouvoir. Mais ce n'est pas fort de son article 96 qu'il se dit je peux commettre, je peux voilà, faire tout ce que je veux, rien ne m'arrivera, même quand je partirai du pouvoir. oui, bien sûr. Bon, il y a cet article, bien sûr, il y a qui s'excuse, s'accuse à propos de cet article. Ce que je vais tout simplement dire, Sassou, c'est un délinquant. Jean-François Pape, dernière question de Jean Roland, qui vous parle du livre de Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique. Et il vous dit, dans ces livres-là, Versave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Et est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Je préférerais que ce soit des gens de meilleure qualité qui prennent la tête à Brazzaville. Sassou, c'est un délinquant préhistorique. Pourquoi je le dis? Préhistorique parce que son horizon indépassable, c'est la tribu. L'horizon indépassable, c'est la tribu. À l'heure où on est, panafricanisme mondial, et c'est un pourquoi délinquant? Parce qu'en 97, lors de son séjour, mai 97, lors de son séjour à Ouando, il y a des crimes qui sont commis. Il y a des crimes qui sont commis. En mai 97. Et le délinquant, parce que c'est un crime, donc ça a été jugé comme... Il rentre tranquillement à Brazzaville et il pensait que, après avoir été coupable de crime à Ouando, enfin, au moins son entourage, qu'il allait tranquillement aller s'asseoir chez lui. C'est l'homme à lui d'ailleurs qu'il a protégé après. Voilà, ben oui, qu'il allait tranquillement aller s'asseoir chez lui et puis, bon voilà, ça allait se passer. Non. C'est un délinquant, il avait commis un crime. Donc c'est normal qu'on aille le chercher pour qu'il puisse se rendre compte. Et c'est là qu'il va dire qu'on est venu me réveiller. Voilà, je dormais pour moi, comme disent les Congolais. Donc voilà. Mais même là, c'est un mensonge parce qu'après, les révélations ont été faites par Jean-François Probst qui nous a expliqué comment est-ce qu'ils ont préparé le retour de Denis Sassou Nguesso, évidemment, par coup d'État militaire. Mais ici à Paris, Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé,
d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassoua, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu, Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Et c'est là qu'il va dire qu'on est venu me réveiller. Donc tout ça, ça n'a été que de l'enfumage, c'était du mensonge en fait. Voilà. Donc, et quand vous avez présenté l'émission, vous avez présenté les crimes pour arriver à l'article 96. Il y a eu Ikongono, où il a dévasté toute une région pour attraper quelqu'un en plus. Pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Wando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on était à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Par conséquent, il ne faut pas qu'on cherche à diluer les responsabilités. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population. Et il y a eu le pool, c'est 2, 98-2002, 2016-2018. C'est des crimes, il y a eu les disparus du Beach. Et là, son article 96 de la Constitution de 2015 et balaye tous ces crimes. C'est-à-dire, il dit, voilà, il ne peut pas être poursuivi pour les crimes commis pendant son mandat. Mais même les crimes... cela comme un aveu, finalement. Ben oui, qui s'excuse, s'accuse. Mais si vous voyez, Sassou fait des aveux. Il faut se concentrer. En fait, des aveux qui sont des contradictions. Parce qu'il a mis des formes, mais tu ne peux pas tout le temps mentir. À un moment donné, tu finis par dire la vérité. En 96, il s'accuse qu'il a commis des crimes puisqu'il veut s'exonérer de ces crimes. Plutôt avec l'article 96. L'article 96, même les crimes humains contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Dans cet article, il est exonéré puisque commis pendant son mandat. Monsieur Sassou Nguesso s'excuse, donc s'accuse. C'est une manière pour lui d'ériger, comme qui dirait, le crime comme valeur républicaine. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Pour lui, le crime, ben voilà, c'est normal. Ben, tout simplement, c'est la seule stratégie qu'il a de se maintenir au pouvoir. Et on va arriver progressivement. Le dictateur, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est d'isoler chaque citoyen. D'isoler. Ça veut dire atomiser les populations. Ça veut dire que tout le monde a peur de tout le monde. Comme disait Machiavel, la plus grande forteresse des rois, c'est la peur ou la résignation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser toutes les structures capables d'organiser les populations.
Et c'est effectivement ce que Sassou a fait avec l'éducation, avec le syndicalisme, avec l'armée, avec toutes les structures qui pouvaient En fait, il a détruit éventuellement... l'éducation, il a détruit le syndicalisme au Congo, ça n'existe presque pas. C'est un peu du Non, théâtre ça n'existe pas massif. sous sa Il a forme. détruit, voilà, tous ces organes, en fait, qui devaient réguler le système. Mais tout ça, tout à l'heure, vous parliez aussi des crimes. Ça me rappelle un peu, voilà, 2021, tout le monde a vu comment est-ce que Guy Brice Parfait Kolela est décédé, curieusement. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Le gouvernement congolais n'a jamais organisé quelque chose de conséquent pour expliquer comment est-ce qu'un candidat qui était déjà en bonne posture, en plus, favori, est décédé le jour même de l'élection présidentielle, donc le 21 mars 2021. Avant cela, nous avons des prisonniers politiques. Les deux étaient candidats à l'élection présidentielle de mars 2016. Les Congolais se rappelleront. Et donc, il y a aussi cet aspect qu'il faut prendre en compte. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que, malgré cela, puisque tout à l'heure vous expliquez que les élections sous une dictature, en fait, un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Qu'est-ce qui peut expliquer que, malgré tout ça, il y a tout de même des politiques, il faut les appeler comme ça, je le leur concède, qui pensent qu'ils peuvent continuer à prendre part à ces élections que moi j'estime, ce sont là des élections factices, la vérité c'est ça, c'est des simulacres d'élections. Qu'est-ce qui peut expliquer que certains candidats, soit dits de l'opposition, continuent à participer à ces élections? Monsieur Christian Perrin, je crois que j'ai dit, j'avais donné un exemple base 10, base 2, base binaire. J'avais dit que les institutions dans une dictature ne jouent pas le même rôle qu'en démocratie, euh, où les gens pensent que les institutions dans une dictature ont le même rôle que dans une démocratie, donc ils peuvent s'inscrire dans la logique des institutions dans une dictature et arriver au pouvoir, Et là on alors parlerait de alors qu'ils l'ignorance savent alors? très bien, alors qu'ils savent très bien que les institutions dans une dictature sont faites pour réguler les forces intérieures. J'ai donné l'exemple, en dehors on en trouve, mais le fond, c'est la notion de rapport de force. Ces institutions, le fond, c'est la notion de rapport de force. Donc ceux qui s'inscrivent dans la logique d'obéir aux institutions formelles qui sont au Congo, s'inscrivent dans la logique de penser que le Congo est une démocratie. Mais il faudrait qu'ils le démontrent. S'ils démontrent que c'est une dictature, à ce moment-là, les institutions, ces institutions formelles, n'auront pas le même résultat. À ce moment-là, elles seront toujours régies par le rapport de force. Mettons, donne un exemple. Ils vont aux élections, comme au dialogue, et ils gagnent. Quelle force ont-ils d'aller revendiquer la victoire à Sassou, qui a le rapport de force en sa faveur, pour lui dire, nous prenons le pouvoir? Quelle force ont-ils? Quelle force ont-ils? Donc voilà, ma réponse est claire. Ma réponse est claire. Oui, votre réponse est claire. Je rappelais d'entrée de jeu que vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Et c'est là que nous allons donc regarder aussi que pense le CRC. C'est vrai qu'on nous a déjà dit ici, le CRC n'était pas pour les élections, le CRC n'était pas pour les dialogues, parce que même pour le dialogue, il faut l'équilibre des forces. Vous aimez bien rappeler que les lions ne vont pas négocier avec les biches. Alors là, nous avons face à vous, évidemment, cette dictature que vous venez de décrire. Que pense le CRC maintenant qu'on va vers une prochaine élection? C'est en mars 2026, si les dates ne sont pas repoussées ou anticipées, ce sera, je crois, en mars 2026. Que pense le CRC à ce niveau-là? Et d'ailleurs, après, on reviendra sur le CRC, comment ça fonctionne, son Oui, organisation. mais non, mais le CRC, d'après tout ce que je viens de dire, vous pouvez comprendre que
Nous faisons une différence entre une démocratie et une dictature. Nous faisons une différence entre les institutions dans une démocratie et les institutions dans une dictature. Nous constatons que dans une dictature, l'élément majeur, c'est le rapport de force. Euh, et même, et ceci, dans le cas du Congo, ça s'est prouvé depuis, Sassou a triché en 2002, a fait un coup d'État en 97, il a triché en 2002, il a triché en 2009, il a triché en 2016 en changeant la Constitution parce qu'il était pris dans son propre piège. Je ne vois pas ce qui a fondamentalement changé pour que les choses en soient autrement. Donc, au niveau du CRC, nous disons clairement que nous ne congrès pour la renaissance du Congo. Je dis toujours, on a autopsié le système depuis 1959 jusqu'à maintenant. Nous avons constaté, fait le bilan des points positifs, des points négatifs. Et ce bilan nous a montré qu'il fallait complètement changer de système. Changer de système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système actuel, nous ne nous inscrivons nulle part. Nulle part. Ni dans les élections. Nulle part, même s'il était question d'organiser un dialogue, comme disent les politiciens, inclusif. C'est ce qui me fait... Bon, voilà. Bon, finalement, le Congo, c'est vraiment une vaste comédie. On peut dire le dialogue. Il y a eu combien de dialogues au Congo? Quand il parle d'inclusif, quel rapport de force ont-ils pour imposer un dialogue inclusif? Le dire comme ça, voilà, un dialogue inclusif, voilà, avec toutes les forces. Quel rapport de force ont-ils pour l'imposer? Premièrement. Deuxièmement, une fois que parlons du rapport de force, quels sont les efforts, quelles sont les forces réelles qui peuvent faire de telle sorte qu'on inverse ou qu'on applique les attendus d'un quelconque dialogue? Mais il y a quand même eu une première expérience comme ça, la conférence nationale souveraine. La conférence même que Sassou n'était pas nationale... d'accord, même quand on essaie de mentir qu'il était, c'est lui qui a instauré la conférence, c'est faux. Il avait été obligé, contraint par cette conférence nationale. Donc, comme quoi les Congolais peuvent réitérer. La conférence nationale, il y a eu un concours de circonstances. Premier élément, ça a été lâché par Mitterrand, la conférence de la Baule. Deuxième élément, les forces intérieures. Il y a vraiment un rapport de force entre les syndicats et l'armée. Donc, il s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas faire autrement. Et dans ce cadre-là, les syndicats ont joué le rôle qu'ils devaient jouer. L'armée a joué son rôle, le rôle qu'elle devait jouer. Et on s'est trouvé dans une situation où le rapport de force était inversé. Le rapport de force n'était plus en faveur de Sassou. C'est ça qui a fait la conférence nationale. Mais actuellement, c'est le cas. Alors, pas d'élection avec Sassou, pas de dialogue avec Sassou Nguesso. Vous optez pour la révolution, c'est ça? Je vais penser ici à la génération Z 242. Oui, mais vous savez, au CRC, on a commencé à bosser depuis 2018 sur ce qu'on est en train de voir. Parce que quand on dit Z, avant, il y avait la génération Y. Il y a eu la génération Y, c'est-à-dire je pourrais dire les 50, 60, voilà, et au-delà. Ça, c'est la génération Y. Des gens qui se sont fait flouer, qui n'ont pas revendiqué leur dû, ainsi de suite. La génération Z, c'est-à-dire leurs enfants qui arrivent. Le Z, c'est pour Zoom. Hein. C'est-à-dire, ça leur permet maintenant de se réunir, même, c'est-à-dire, même si on n'est pas dans la même ville, même si on n'est pas dans le même pays, on peut se réunir pour mettre les forces en commun. Et c'est des jeunes qui participent aussi, hein, voilà, qui agissent sur la vie politique. Voilà, pour revendiquer leurs droits. Pour revendiquer leurs droits. Droit au travail, droit à l'éducation, droit à la santé. C'est ça. Et donc, depuis 2018, nous avons travaillé dessus. Pourquoi on a travaillé dessus? Puisqu'on a eu des apports de nos amis qui avaient déjà parcouru ce chemin. Des Tunisiens, des Burkinabés, et à l'époque des Soudanais,
Les on a, Égyptiens, on- tout ce monde, oui. voilà, même si on n'exporte pas la révolution, même si on n'importe pas la révolution, on peut importer des stratégies, les idées. Donc voilà, on a travaillé pour dire, voilà, puisque nous sommes dans une situation au Congo où le régime en place est une tyrannie, gouvernance d'une seule personne, coupée du peuple, installée par l'étranger, par conséquent, on ne peut pas raisonner comme si on était dans une démocratie. Et le seul, et qu'on n'est plus en République depuis 1997, puisque je viens de lire la définition de la République, la souveraineté a été enlevée au peuple. C'est un petit bloc, un clan, qui l'a privatisé. Ce n'est plus la République. Parce que dans le mot République, il y a la chose commune, res, public, la chose publique. Donc voilà, on s'est dit non, pas d'élection. Question de rapport de force. Pas de dialogue. Question de rapport de force. Et on s'est dit, pas de coup d'État intempestif. Pourquoi? Parce que mettons que Dabira, si Dabira avait réussi son coup d'État, ou comment vous l'appelez le général tel, Oboa ou Oboa, Serge Boa, oui. s'il réussit un coup d'État, est-ce que le rapport, vous croyez que ça va changer fondamentalement quelque chose dans la vie des Congolais? Il faut toujours mettre les populations au centre. Pour cela, il faut les organiser. C'est ce à quoi nous travaillons, département par département, arrondissement par arrondissement. Encore une fois, la révolution ne se fait pas à 6600 km. Elle se fait sur le terrain. Et c'est la philosophie de la Gen Z. Il faut qu'il y ait une Gen Z 242. Une Gen Z 242. Et pour qu'elle puisse se manifester, il faut une organisation qui encadre ça. Ce qu'on voit là, les Malgaches, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu au Maroc, c'est pas sorti comme ça, comme une génération spontanée. C'est du travail qui a été fait par des groupes derrière, via les Zooms, via les réseaux sociaux. Ce travail, c'est ce travail qui paie, qui sort. Et c'est Mais ce que nous souvent, il y a faisons. une question récurrente où on nous demande de savoir la légalité de, par exemple, d'une telle approche. Là où cette dictature se fourvoie, et quand j'ai toujours dit que c'est le système qu'ils ont mis en place est intelligent, puisque fait par des étrangers, et même pour le Covid-19, ils écoutaient ce qui se passait en France la journée, et la nuit, ils travaillaient pour mettre exactement les mêmes choses. C'est dans la Constitution congolaise, le cadre légal, et dans le préambule de la Constitution congolaise. Comment ça? Mais dans leur constitution, ils ont encore mis un article qui condamne l'insurrection. Vous voyez à quel point ils mettent en place des choses dont ils ne maîtrisent pas forcément la profondeur, ni le contenu. Dans le préambule de la Constitution congolaise, il y a le préambule, il y a référence à la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et dans cette déclaration, il y a aussi un préambule qui dit les dirigeants, un article, les dirigeants doivent faire de telle sorte que les populations ne soient pas obligées à se révolter. Or, si nous voyons le fonctionnement de la société congolaise au niveau des retraités, au niveau des étudiants, au niveau des hôpitaux, Oui, est-ce que pour l'intérêt de ceux qui nous suivent ailleurs, parce que tout le monde n'est pas congolais, hein, n'est pas forcément Oui, congolais. Donc, des retraités congolais qui accusent aujourd'hui plus de 40 mois de pension impayée, sinon des arriérés. Vous avez des travailleurs, je parlais donc de la mairie de Nkani, pour ceux qui veulent vérifier, 70 mois d'arriérés de salaire. Et vous avez, voilà, les Congolais n'ont pas d'eau potable, la problématique d'accès à l'eau potable, l'électricité n'est pas stable, un réseau routier presque impraticable, pas d'hôpitaux dignes de ce nom, l'éducation à terre. Et voilà, aujourd'hui on parle d'une crise économique et financière. Le ministre des Finances lui-même a déclaré qu'il n'y avait plus assez de moyens pour le Congo, même pour assurer les services sociaux de base. Ce n'est pas moi qui le dis, donc le Congo est presque en ruine. Et au début de cette émission, nous disions que le Congo est très riche en ressources naturelles. Le Congo était déjà dans le statut des pays en voie de développement. on est émergent, pays Et émergent.
Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans dans cette situation, mais j'allais dire chaotique. Et donc, vous disiez que dans ces conditions-là, Voilà, dans ces conditions, la les population a le droit de populations... se révolter, c'est ça? Oui, mais parce que les dirigeants ont fait de telle sorte qu'on crée des conditions de révolte. Et c'est dans le préambule de leur constitution. Et ce préambule-là, donc la déclaration de 1948, était précédée au départ, s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme de 1793. Dans son article 35, il dit que c'est un devoir pour chaque individu de se révolter contre la tyrannie. L'article 35, Déclaration de l'homme et du citoyen, de l'homme et du citoyen de 1793. Or, ces textes ne se contredisent pas. Oui, mais lorsque vous dites ça, pardon, David Lundy, c'est que vous avez rappelé la génération Z actuellement, et on voit Oui, ce qui se oui. passe, pour moins que ce qui se passe au Congo, Brazzaville. Les autres ont pris la rue. Vous avez rappelé le Madagascar, vous avez rappelé le Népal. Là-bas, c'était juste un problème d'eau, d'électricité. Et puis, je crois au Népal, on parlait de la restriction des réseaux sociaux. Alors qu'au Congo, on manque actuellement de tout ou presque tout, mais vraiment tout ou presque. Et vous dites que Oui, c'est la voie qu'il faut, c'est la stratégie qu'il faut finalement appliquer cette approche de la révolution oui, Z. Faut le dire comme oui, ça. mais bien sûr, quand je dis qu'il faut qu'il y ait la génération Z 242. Mais pourquoi, tout simplement, pourquoi ce que j'ai expliqué? On ne peut pas mobiliser des populations que l'on n'a pas organisées. Les populations sont atomisées. J'ai dit encore que la plus grande forteresse du dictateur, c'est la peur ou la résignation. Et les gens doivent simuler. Je suis congolais, je suis persécuté. Je me lève, moi, de ma parcelle pour aller dire, je m'oppose, voilà, je vais dans la rue, bah, je suis tout seul. Il faut que j'ai une organisation pour accueillir ce mot d'ordre, pour propager, pour gérer ce mot d'ordre. C'est ce que j'ai dit, les autres ont fait. Ce que les gens ne savent pas, les Tunisiens ont travaillé 10 ans pour mettre en place la révolution tunisienne. Les Burkinabés ont travaillé plusieurs années aussi et accompagnés par certains hommes politiques. Les Népalais, pareil. Les Marocains, pareil. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, tous ceux qui lancent des mots Mais d'ordre, qui pourtant, il disent... y a des déclarations qui appellent parfois à la désobéissance Mais, civile avec les oui, autres. mais c'est ça que je trouve complètement aberrant. Tu ne peux pas, quand tu n'as pas organisé, tu ne peux pas jeter un mot d'ordre dans la nature. Ça va tomber où? Chez qui va gérer ça sur le terrain? À moins d'avoir des forces. Et je donnerai encore un exemple plus patent dans le cas du Congo. En 2016, l'opposition congolaise avait lancé un mot d'ordre de ville morte. Comme ça n'était pas préparé, il y a eu un échec. Il y a une partie qui avait répondu, l'autre pas. Donc, il faut organiser les populations. C'est le travail que le CRC fait. Et On ne j'ai peut... bien envie de vous poser la question, à quel niveau vous êtes-vous Allez-y. maintenant? Même si, bon voilà, on ne met pas ces stratégies sur la place publique, mais on peut savoir à quel niveau le CRC est-il dans sa préparation. Le CRC est à un niveau où nous pouvons déclencher la Gen Z 242. Parce que le travail, c'est depuis 2018. On ne vient pas s'afficher dans les médias pour dire on a fait ci, on a fait ça, et on va faire. Mais depuis 2018, nous travaillons et parce qu'on a mis les outils depuis 2018, la technologie au centre. Nous avons donc des réunions avec le terrain, nous avons des échanges avec le terrain et ce contexte-là préparé, je dis bien département par département, Mais avec la permettra. terreur en cours actuellement au Congo-Brazzaville, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous ne Oui, pensez pas que ça va retarder votre approche? à propos de ce point-là, il faut dire quand même un mot. C'est clair que le premier des droits de l'homme, c'est la paix. C'est le premier.
Quand la paix est perturbée, on ne peut plus rien faire. Actuellement, Sassou a toujours est le plus grand perturbateur de paix, contrairement à ce que dit le PCT. La paix de Sassou, soumettez-vous et obéissez, soumettez-vous. Ne revendiquez rien, c'est la paix. Toutes les fois, ça s'est démontré. Quand Sassou n'était pas au pouvoir, il a tout fait pour provoquer la guerre. Donc voilà. Donc ça, que le gouvernement, entre guillemets, puisse travailler sur un certain nombre d'éléments pour pacifier les populations, il faut définir le cadre légal. Quel cadre légal? Sommes-nous en état de siège? Sommes-nous en état d'urgence? Quel encadrement? Est-ce que ce sont les missions de l'institution armée? En France, l'armée intervient mais encadrée par la police ou la gendarmerie. Hein, le plan Vigipirate. Donc voilà. Et on a vu en RDC. Ces jeunes, comme j'ai dit à M. Perrin, c'est depuis 1997. Sassou fait son coup d'État avec les Cobras. Est-ce que tous ces jeunes qui s'étaient battus pour lui, qui sont morts pour lui, ont été intégrés dans la vie sociale, ont été socialisés ou on les a laissés? Et les enfants sont nés d'où? Dans ce cadre-là? La délinquance, voilà pourquoi il a plus pris dans le quartier nord que dans le quartier sud, au début. Donc, il ne faut pas arriver, dire voilà, du populisme, on va intervenir avec l'armée pour aller... Mais ça, c'est des expéditions punitives. Oui, mais donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut retarder votre approche la terreur? Ben oui, parce que par définition, si Sassou, le système agit comme ça, réagit comme ça, c'est par rapport au mouvement international des jeunes qui se lèvent. Comme j'ai dit, atomiser les populations, faire de telle sorte que chacun ait peur de tout le monde, chacun ait peur de sortir. Donc, dans ce cadre-là, bien sûr. Mais après, c'est des gens avec une formation. Je vous dis, M. Perrin, si quelqu'un se lève, dit structuré, organisé, ça va exploser plus que vous ne pensez. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il me reste quelques 5 minutes pour parler du fonctionnement du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Comment est-il structuré? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les propositions que fait le CRC le jour, comme qui dirait, J+1, après que la révolution ait lieu, si elle aura lieu, bien entendu, les jours qui suivront, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a vu dans certains pays, après c'était le chaos. Oui, merci bien, M. Perrin. Comme j'ai dit, nous révisons les plus de 60 ans de contradiction dans le pays. Donc, on a construit, effectivement, un mouvement qui va désintégrer le système actuel pour mettre quelque chose de nouveau. Et ça ne s'improvise pas. Donc, le CRC, déjà, la stratégie, la philosophie, je l'avais rappelé, pas d'élection, pas de dialogue, pas de coup d'État. C'est ensemble, c'est les populations qui prennent leurs décisions pour ce qu'on appelle, pour déclencher ce que nous appelons, nous, la révolution du fleuve. C'est-à-dire de la partie septentrionale à la partie méridionale, le fleuve. C'est le symbole. Et comment?
organisé rapidement en pôles de mobilisation. Il y a des commissions, une commission de mobilisation qui travaille avec le pays depuis 1992, avec depuis plutôt 2018, département par département, arrondissement par arrondissement. Commission de mobilisation. À côté, on a une commission, puisqu'on marche sur les deux pieds. Quoi qu'on dise, quand j'ai dit que les militaires sont aussi des citoyens qui souffrent, hein, à part les miliciens de Sassou. Donc, on a les deux pieds civils et puis l'armée, comme on a vu à Madagascar, nous, on avait anticipé, qui accompagne ce mouvement civil. Et donc, c'est les deux. Après, il y a des commissions de soutien à ce mouvement. Il y a la communication, il y a la diplomatie, il y a les relations publiques. À côté de ça, nous avons un collège études et perspectives qui est un think tank qui construit le projet. Parce que comme vous avez dit, à J+1, il faut bien, vous avez désintégré, mais oui, mais il ne faut pas que ça soit le chaos. Donc, depuis 2018, ce collège, ce think tank, travaille sur le projet du CRC. Et ce projet, c'est en 6 pôles. Le pôle politique, le pôle économique, l'économie, le pôle santé, le pôle éducation, le pôle défense et le pôle nouvelles technologies. Donc, c'est un gouvernement qui est déjà presque prêt à agir le jour J+1, c'est ça. Mais bien sûr, vous avez tout dégagé, mais il faut remettre autre chose en place. Donc voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et au CRC, c'est par cooptation. Parce que les gens se demandent, vraiment, c'est par cooptation. Je coopte parce que c'est un travail qui demande quand même une certaine... on ne peut pas s'exposer comme ça. C'est normal. Donc, il faut être coopté. Parce nous fonctionnons sous forme d'iceberg. Il y a la partie visible qui est la communication et il y a la partie cachée qui est toute la partie opérationnelle. Donc voilà, il faut être coopté pour arriver au CRC. Mais lesquels travaillent dans toutes ces structures que vous venez d'énumérer des Congolais essentiellement ou vous avez... Non, au niveau du think tank, on fait plus, on travaille beaucoup plus sur les compétences. Donc, il y a des compétences congolaises, puis il y a des compétences étrangères. Par exemple, en politique, on peut avoir un Sénégalais qui se connaît très bien, qui travaille d'ailleurs avec certains d'entre eux travaillent avec nous pour réfléchir au projet politique. Vous accuser d'intelligence avec l'étranger. Vous travaillez avec les étrangers, on peut vous accuser d'intelligence avec... Non, mais c'est les compétences. Les stratégies politiques peuvent se penser internationalement, universellement, avec une contextualisation. Attends une seconde. C'est Clément. Donc, ça peut se penser avec une, comment on appelle, universelle mais contextualisée. Voilà, au Congo. Donc, on a des compétences congolaises et étrangères qui travaillent sur ce projet-là en fonction de leurs compétences dans les différents domaines, éducation, défense, ainsi de suite. Voilà, donc là-dessus, on n'est pas obligé d'être au CRC pour être dans ce think tank. Voilà. Alors, dans évidemment l'applicabilité, j'allais dire, de votre programme, votre plan, bien sûr, de désintégration du système de Brazzaville, est-ce qu'il y a quelques difficultés que vous avez dû rencontrer, des infiltrations, sinon, comment est-ce que ça évolue? Et on peut prendre, comme qui dirait, date quand concrètement? Parce que les Congolais sont très impatients avec tout ce qu'ils vivent aujourd'hui, ça devient très compliqué. Est-ce que c'est dans le court terme, le long terme? Il y a encore beaucoup de temps. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer à laisser les populations dans cette situation. Nous travaillons pour que ce soit le court terme. Mais on ne peut pas dire parce que c'est stratégique, comme on appelle un planning est stratégique. Ben voilà. Mais c'est dans le court terme. On ne peut pas laisser les populations dans cette situation. Ça fait quand même depuis 2018 jusqu'à présent, on a travaillé. Le risque métier du CRC, c'est la confidentialité.
Donc, dans toutes les actions que nous mettons en place, nous évaluons les risques. C'est pour cela que vous avez posé la question d'être infiltré. Ça peut arriver, ça arrive. Mais si ça arrive, on a des parades. Parce que dès le départ, on y travaille. Y a-t-il Voilà des ce que... relations avec certains partenaires, par exemple des organismes internationaux Est-ce que vous communiquez avec certains organismes internationaux? Mais il y a une commission diplomatie. Parce qu'on parle quand même du Congo. Est-ce que vous communiquez avec l'Élysée pour leur présenter aussi vos préoccupations? Voilà. Oui, nous avons deux commissions qui vont travailler dans ce sens. Il y a la commission diplomatie avec les pays. Il y a la commission relations publiques. Par exemple, ici, nous sommes en France avec les Français. Et donc, parce que parmi eux, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un député d'ailleurs qui passait là avant, j'ai oublié, on ne peut pas dire que assimiler les dirigeants français au peuple français. Donc voilà. Et nous combattons la politique des dirigeants, ça c'est clair. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais nous pouvons avoir des sympathisants qui sont des citoyens français qui peuvent nous accompagner, qui ne sont pas forcément en faveur du système ici. Et puis, il faut rappeler que beaucoup de Noirs américains, Baldwin, comment ça s'appelle, qui sont venus en France parce qu'il y avait une certaine sympathie. Et puis, il y avait un grand mouvement à l'époque qui a lutté pour les indépendances. Les jeunes ne connaissent pas. C'est la FEAN, Fédération des étudiants noirs d'Afrique noire et francophone. La plupart ont travaillé, ont formé leur militantisme à partir d'ici. Donc voilà, ça c'est les relations publiques qui travaillent dans ce sens. Et l'autre côté, c'est la diplomatie avec les pays. Merci David Londy. Un mot pour les Congolais qui vous suivent, un mot de la fin, c'est-à-dire surtout voilà, la jeunesse, puisque vous parlez de génération Z. La Gen Z 242. Bon, je pense que il faut pas avoir peur. Il faut se désatomiser. C'est le travail que nous faisons, reconstruire le tissu. Le travail que nous faisons sur le terrain, c'est de reconstruire le tissu associatif, le tissu syndical. Ce travail-là est en train de se faire. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est leur droit. C'est le plus absolu. Les droits fondamentaux sont inaliénables. Il faut qu'ils se battent. Et puis, il ne faut pas qu'ils écoutent ça, j'en profite pour le dire. Qu'on écoute les WhatsApp et les autres. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'ils le sachent. On ne peut pas écouter 1 milliard d'échanges qui n'ont pas de structure pour le faire, sauf ceux qui sont ciblés, dont on a pris les téléphones, qu'on écoute. Et puis, j'attire aussi l'attention, si j'en profite, le PCT aussi travaille. Le travail, c'est lequel? Il peut produire des messages dans lesquels il piège des espions. Ils produisent des messages dans lesquels ils piègent des espions. Moi, je vous envoie ce message, vous le recevez sur votre téléphone, vous le téléchargez, l'espion s'installe sur votre téléphone. Donc, utilisez des antivirus quand c'est possible. N'ouvrez pas les messages n'importe comment, surtout quand vous ne connaissez pas l'expéditeur, parce que c'est facile, ça s'appelle le phishing. C'est facile d'installer des pièges, des espions dans les téléphones ou les ordinateurs. Donc, le PCT ne vous écoute pas par WhatsApp. Le PCT ne surveille pas chaque communication. C'est la stratégie de vous atomiser, de vous faire peur. Donc, n'ayez pas peur. Et le travail que nous faisons un jour va produire ses fruits parce que nous travaillons d'arrache-pied pour arriver à créer cette Gen Z 242. Merci, c'est ce que je retiens. Donc, la peur alimente les dictatures, la peur alimente la mafia. Les Congolais ne doivent pas avoir peur. Merci David Londy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Merci. Partagez. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.
Merci.